Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Fabienne Amiat, vous recevez ce matin la maire de Paris, Anne Hidalgo. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. François Fillon est et demeure donc le candidat de la droite après des déchirements sans précédent finalement. Bon, c'est une bonne nouvelle pour la gauche, non ? Je pense que c'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie d'avoir une élection présidentielle dans laquelle les candidats ne peuvent pas dérouler, présenter leur programme et une élection qui est marquée par les mises en examen, un calendrier judiciaire. Voilà, c'est à la droite de décider par qui elle est représentée, c'est leur choix. Mais je pense que la façon dont il a pris en otage sa famille présente aussi un grave danger pour la démocratie. Dominique de Villepin, qui était à votre place ici il y a quelques jours, disait « Nous sommes la risée du monde entier ». Vous présidez le réseau des grandes villes mondiales où on compte New York, Pékin, Tokyo, Londres, etc. Il exagère, Dominique de Villepin ? On est vraiment la risée ? Je pense qu'au-delà de la risée, il y a une immense inquiétude. Je suis effectivement dans ce réseau de maires, je suis engagée dans la campagne pour également les Jeux Olympiques et donc je rencontre beaucoup de nos interlocuteurs étrangers. Il y a une très grande inquiétude, une très grande peur du Front National parce que ce qui fragilise la démocratie favorise l'extrême droite, on le sait très bien. Donc ce danger est perçu dans le monde entier, il est perçu aussi dans notre pays, je le perçois moi-même, je suis très inquiète. Donc le choix qu'a fait la droite, enfin un choix imposé de maintenir ce candidat est un choix très très risqué pour notre pays. Pendant ce temps, vous soutenez un homme qui est porté disparu, Benoît Hamon. Vous savez où il est, Benoît Hamon, où on le cherche ? D'abord, si vous suiviez la campagne par le fond et pas simplement par le calendrier judiciaire, vous verriez que Benoît Hamon présente son programme, travaille, fait des meetings et aux côtés des Français. Sincèrement, ça s'entend pas. Et c'est à Alors, vous de le faire entendre. Il sera notre invité. C'est à vous de le faire Marseille, entendre parce que sans les médias, c'est difficile de se faire entendre par la France entière. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est à la tâche. Il est effectivement concentré. Il est, je trouve vraiment le candidat qui porte une vision de l'avenir. Mais vous pensez sincèrement qu'il peut emporter l'élection présidentielle ? On se bat pour ça. Et vous y croyez ? Aujourd'hui, les sondages ne le démontrent pas, mais bien sûr que j'y crois. Et en tous les cas, je crois aux idées qu'il porte. C'est le seul à se projeter dans l'avenir. Sur la transition énergétique, c'est le seul à placer ce défi comme le défi majeur. Et je suis convaincue que derrière ce défi, il y a toutes les transformations de notre société, y compris les transformations positives. Lutter contre la pollution, c'est aussi ouvrir de nouvelles opportunités économiques à l'industrie pour aller vers des mobilités propres. C'est ce projet-là qui est un projet d'avenir qu'il porte et qui, je crois, en tous les cas, si vous faites la place au contenu des projets des candidats, vous verrez que, comme il l'a fait d'ailleurs pendant la primaire, son discours est un discours qui porte, c'est un homme honnête, c'est un homme convaincu par les solutions qu'il propose pour la France et je suis heureuse de le soutenir. Eh ben, particulièrement sur le contenu, alors parce qu'on apprend à la lecture des Échos aujourd'hui qu'il souhaiterait revoir à la baisse son dispositif de revenu universel, qui est pourtant le cœur de son projet, qui se transformerait, si l'on comprend bien, en prime sur les bas salaires. C'est déjà l'heure des renoncements, avant même d'arriver aux portes du second tour. La gauche repart en arrière. D'abord, il y a une vision dans ce qu'il a proposé, qui est de dire il faut que l'on propose à toutes les personnes qui peuvent tomber dans la pauvreté, qui à un moment donné peuvent être exclues du monde du travail, aux jeunes qui démarrent dans la vie, aux personnes âgées qui souvent n'arrivent pas à vivre avec le minimum vieillesse, proposer un socle de 600 € qui permettent à chacun de pouvoir s'en sortir. L'idée, d'ailleurs il l'a proposé depuis longtemps, c'est de concentrer cela sur certaines populations, les jeunes, et vous verrez dans les propositions... Et de ne plus faire en sorte que ça concerne tout le monde, comme il l'avait dit dans la campagne des primaires. Dans un premier temps, c'est un petit retour en arrière. Dans la campagne des primaires, il avait dit que ce n'était pas pour tout le monde tout de suite et qu'il y aurait des publics cibles. Je pense que les jeunes et les personnes âgées sont vraiment deux publics qui trouveraient à gagner, ou je pense aussi aux femmes. Vous savez, les femmes qui ont des carrières interrompues, qui ont élevé des enfants et qui se retrouvent souvent dans des situations financières extrêmement précaires. Voilà, prendre les publics cibles qui sont les publics qui auraient besoin de cet apport de la collectivité, c'est autour de cela qu'ils travaillent.
Un autre candidat de gauche, vous nous le direz, propose, il s'agit d'Emmanuel Macron, il propose d'exonérer... Ce n'est pas un candidat de gauche. Ah, il n'est pas de gauche, Macron. Non, non. Regardez son programme. Il a travaillé aux côtés de François Hollande, il a participé à un gouvernement socialiste. C'est vrai, mais il a beaucoup oublié quoi, alors de cette... je pense que c'est un homme du centre et d'une droite libérale, mais regardez son programme, d'ailleurs très proche de celui de François Fillon sur beaucoup d'aspects, sur les aspects économiques et sociaux, mais je ne considère pas que c'est un candidat de gauche. Regardez son programme sur les retraites. Le programme qu'il propose est un programme dans lequel, ipso facto, les femmes, par exemple, verraient une diminution de environ 30% de leur retraite parce qu'elles ont des carrières interrompues, elles ont élevé des enfants, elles se sont arrêtées et donc elles seraient principalement touchées. C'est-à-dire, par exemple, ces propositions sur les retraites, Emmanuel Macron retire vraiment une partie de ce qui est de la solidarité nationale pour renvoyer chacun à sa capacité à avoir une assurance privée pour assurer sa retraite. D'ailleurs, la Suède qui s'était engagée dans cette voie est revenue en arrière. Donc arrêtons de prendre l'exemple suédois en disant qu'il est extraordinaire, puisque sur la réforme des retraites, la Suède a dû revenir en arrière. Emmanuel Macron est proposé également d'exonérer 80% des Français de la taxe d'habitation, et cette taxe serait donc prise en charge par l'État. C'est une vraie mesure d'allègement fiscal. Vous, la maire d'une grande ville, vous la saluez ou vous la redoutez ? Non, d'abord, c'est une mesure où on nous explique que ce serait compensé à 100% par l'État. Ça n'existe pas. Ce marché-là est un marché de dupes. L'État ne compense pas du tout les compétences qu'il transfère ou qu'il récupère des collectivités. Pour une ville comme Paris, la taxe d'habitation, c'est 800 000 euros. Vous croyez vraiment que l'État va verser 800 000 euros à la ville de Paris alors qu'il me doit déjà ce que je verse en son nom sans qu'il compense sur l'aide pour les personnes âgées pour la perte d'autonomie ou pour les personnes au titre du RSA. Alors là, vous rejoignez les propositions de l'Association des maires de France contre cette proposition absolument. de Macron. Et la deuxième chose avec la droite, tous contre Macron. Quoi, la deuxième chose qui est la plus choquante, non, ce sont les maires qui s'expriment. C'est ni la droite ni la gauche, ce sont les maires qui se sont exprimés. Présidé par François Baron à l'Association des maires de France. Oui, et puis par d'autres. Et vous savez, c'est une institution qui est extrêmement utile. Ce qui est très choquant, c'est surtout la recentralisation que cela suppose. C'est-à-dire priver les collectivités de ce levier en leur faisant miroiter un soi-disant remboursement, c'est surtout redonner la main à Bercy. Le grand rêve, la grande illusion qu'il y a derrière cette proposition, c'est de penser que depuis Bercy, on va pouvoir gérer toutes les collectivités parce que ça sera mieux géré par un bureau de Bercy que par les maires aujourd'hui. Je suis contre cette recentralisation. Je suis une décentralisatrice. La modernité n'est pas du côté du jacobinisme ou du colbertisme. On vous entend là-dessus. Vous évoquiez tout à l'heure le Front National au début de cet entretien. Est-ce qu'aujourd'hui, à vos yeux, Marine Le Pen peut emporter l'élection présidentielle ? Il y a un risque certain. Et j'ai le sentiment que beaucoup jouent avec le feu. Ce qui se passe à droite, c'est une façon de jouer avec le feu. Et une campagne de deuxième tour, ça dure 15 jours. C'est très long pour la présidentielle. Moi, j'ai très peur des scénarios qui sont en train de se dessiner. Il faut que chacun se ressaisisse. Au-delà... Y compris à gauche, parce qu'on n'entend pas beaucoup la gauche face à Marine Le Pen. On a vu que François Hollande se mobilisait, que Bernard Cazeneuve, mais on n'entend pas les candidats de gauche. On n'entend pas, il faut leur donner la parole. Donnez-leur la parole. Moi, je les entends. Si je les entends et si c'est notre combat principal, vous savez, la gauche, structurellement, que ce soit Benoît Hamon, moi-même ou beaucoup d'autres, nous nous sommes construits dans un rapport contre le Front National aussi. Parce que ce danger, ça fait 30 ans qu'il existe dans notre pays. Et là, aujourd'hui, ils sont aux portes du pouvoir. Ils sont aux portes du pouvoir. Et on va continuer à faire comme si de rien n'était et à rester chacun replié sur ses enjeux partisans. Il y a vraiment un danger pour la démocratie. Et je pense qu'il faut traiter aussi ce danger en permettant aujourd'hui aux différents candidats d'exposer leurs propositions, de développer leurs propositions, d'avoir un débat qui soit serein sur le contenu. À l'antenne d'Europe 1. Paris a été critiqué il y a quelques jours de manière assez outrancière par le président américain Donald Trump qui disait Paris n'est plus Paris, la menace terroriste, etc. C'est une source d'inquiétude. Mais alors, est-ce qu'on va voir une fois de plus les JO nous passer sous le nez au profit de Los Angeles ? Est-ce que la malédiction qui veut que Paris n'obtienne jamais les JO va se poursuivre ?
Moi, je ne crois pas aux malédictions. D'abord, parce qu'on est très engagé avec Tony Estanguet, Bernard Lapassé, Guy Drut, toute l'équipe là, de campagne pour les JO est très mobilisée. Vous portez le badge Paris 2024, voilà, superbe. Donc, on est favori aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on est la mieux placée pour l'emporter ? Mais en tous les cas, on est dans une compétition où notre équipe, d'abord, fait preuve d'unité. Et ça, c'est vraiment très apprécié. Il y a un soutien populaire très, très fort. Il y a un soutien d'ailleurs de l'ensemble des formations politiques, un soutien des athlètes, et c'est une façon aussi de porter un message très optimiste pour notre jeunesse. Donc on veut ces Jeux, on les gagnera, on va tout faire pour les gagner. Anne Hidalgo, une dernière question rapide. Un élu parisien, Denis Baupin, qui était visé par des plaintes pour harcèlement sexuel. Ces plaintes sont classées sans suite pour prescription. Toutes les parties déplorent ce classement, les victimes, mais aussi Denis Baupin qui ne peut pas se défendre. Vous le regrettez ? Moi, j'ai pas à commenter. Je pense que voilà, c'est une affaire qui était sérieuse. En même temps, il y a une prescription. Denis Baupin a fait part hier d'un communiqué. Je pense que une fois de plus, les femmes ne seront pas entendues dans ces dossiers de harcèlement. Je ne me prononcerai pas à la place de la justice, mais oui, chaque fois qu'il y a harcèlement, il faut d'abord réagir plus vite et plus tôt et condamner. Merci beaucoup Anne Hidalgo d'être venue ce matin en direct sur Europe 1. À demain Fabien.